tous et à toutes. Du coup, on est ensemble pour 1 heure de webinaire sur les troubles du neurodéveloppement, du repérage au diagnostic. Ce que je vous propose, c'est vous faire une première présentation qui va durer peut-être une trentaine, quarantaine de minutes en fonction de mon débit. Et ensuite, ça laissera du temps à des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter dans le chat, comme ça Audrey pourra peut-être récolter et voir s'il y en a qui se Tout à fait. recoupent, et Bonjour à m'interrompre tous. du coup sur certains moments s'il y a vraiment une question récurrente ou urgente. Et sinon, on consacrera du temps à la fin du webinaire pour répondre à vos questions supplémentaires. Sachant que je pense que dans la présentation, je réponds à pas mal de questions que vous pourriez potentiellement vous poser. Du coup, rapidement, je suis Marine Fourest-Raymond, je suis dirigeante d'une association qui s'appelle la Pépinière des Talents. On est basé à Centralpe, dans les locaux du pôle formation de l'UIMM. Et on a en fait une association qui fait de la sensibilisation aux troubles du neurodéveloppement. On travaille principalement avec les adultes. C'est une association qui va traiter du trouble du neurodéveloppement en entreprise. Donc, on fait des conférences, des ateliers d'animation et puis des accompagnements d'individus ou même d'équipes neurodivergentes si la question se présente. Alors, pour pouvoir juste bien être sûr qu'on parle de la même chose, vous allez m'entendre parler de neurodiversité. La neurodiversité, c'est la diversité cognitive et cérébrale de l'espèce humaine. C'est la manière dont notre cerveau travaille. Et dans le cadre de la neurodiversité, on va avoir 2 catégories de personnes. Alors, il y a des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec le fait d'utiliser ces termes-là ou pas. Ça se discute potentiellement. En tout cas, nous, on prend le parti de les utiliser pour plus de simplicité et pour plus de facilité de compréhension. Donc, dans la neurodiversité, on va avoir les neurotypiques, c'est-à-dire les personnes qui ont un fonctionnement neurologique qui correspond à la majorité de la population. Je parle bien de majorité et pas de normalité. On est d'accord? C'est vraiment un pourcentage de la population donc, qui ont un fonctionnement neurologique qui correspond à la majorité. Et puis les neuroatypiques, qui sont des personnes concernées par un ou plusieurs troubles du neurodéveloppement. Et donc, ça va être le sujet d'aujourd'hui, qui va être donc de savoir ce que c'est pour pouvoir mieux repérer et pour pouvoir éventuellement poser un diagnostic. Donc, dans ces neuroatypiques, dont je fais partie, je suis très fière de faire partie de la famille des neuroatypiques, on est quand même 17% de la population. Troubles du neurodéveloppement, alors c'est une très grande famille d'après le DMS5. Le DMS5, c'est l'entité qui va répertorier l'ensemble des handicaps au niveau, d'ailleurs américain, c'est un outil américain. Et dans ce trouble du neurodéveloppement, il y a plusieurs troubles, dont les troubles de la communication, avec, en ce qui nous concerne, puisque nous, on va traiter surtout des troubles du trouble du spectre autistique et du trouble du déficit de l'attention. Donc, dans ces troubles de la communication, on va avoir la dysphasie, dont on parlera un petit peu plus tard, qui est un trouble de la communication. Il y a des troubles du développement et dont fait partie la déficience intellectuelle. Ça représente 1% de la population. Ce n'est pas un sujet qu'on traitera aujourd'hui, puisque à la Pépinière des Talents, on n'est pas apte à vous parler de déficience intellectuelle. Ce n'est pas du tout le sujet que nous développons et que nous connaissons. Il faut savoir que dans les troubles sur lesquels on va travailler nous, donc trouble 10, en général, il n'y a pas, ou très très peu, à très rares exceptions, je crois que c'est 0,02% de la population, des personnes 10 qui pourraient potentiellement avoir une déficience intellectuelle. Donc, c'est pas du tout, en tout cas, le sujet. Les personnes avec des troubles du neurodéveloppement du spectre 10 ne sont pas touchées en général par la déficience intellectuelle. Le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on va revenir dessus. Le trouble du spectre autistique, on va également revenir dessus, sachant que dans le trouble du spectre autistique, effectivement, c'est très large. Il y a une partie des personnes qui ont un trouble du spectre autistique qui ont également une déficience intellectuelle. En ce qui nous concerne, je vous parlerai du TSA-SDI, le trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle, qui est l'ancien
syndrome d'Asperger. On ne parle plus d'Asperger, mais aujourd'hui, on parle de troubles du spectre autistique sans déficience intellectuelle. Et puis, les troubles spécifiques des apprentissages, qui s'appellent comme ça parce que c'est à partir du moment où on rentre dans les apprentissages qu'on va potentiellement pouvoir détecter ces troubles et du coup en prendre connaissance. Il s'agit là de la dyslexie, de la dysorthographie, de la dyscalculie et de la dysgraphie, par exemple. Les troubles moteurs, qui sont des troubles du développement de la coordination. Alors, pardon, la dysgraphie va se retrouver dans le trouble moteur. Trouble du développement de la coordination, dans lequel on va trouver la dyspraxie et la dysgraphie. Je vais revenir sur l'ensemble de ces troubles. Et puis, d'autres troubles neurodéveloppementaux, comme le syndrome de la Tourette ou d'autres, que je n'aborderai pas, je ne les connais pas, je ne peux pas vous en parler. Donc, voilà. En tout cas, les troubles du neurodéveloppement, ça concerne une personne sur 6. C'est 17% de la population, c'est énorme. Et les troubles 10 sont les grands gagnants du loto, puisque eux, c'est plutôt 8 à 12% en fonction de si, comme un peu les manifestations, hein, si c'est les manifestants ou si c'est la police. Ben là, c'est pareil, la police n'a rien à voir avec l'histoire. Néanmoins, les chiffres varient de 8 à 12% de la population qui aurait des troubles 10. Ce qui est important de savoir à ce stade, c'est que 50% des personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement en ont un second, en général. Donc, il y a la partie visible de l'iceberg et après, il y a la partie invisible de l'iceberg. Là, les neurosciences, alors vous m'entendrez souvent parler de neurosciences. À la Pépinière des Talents, on travaille étroitement avec des chercheurs et principalement des chercheurs en neurosciences. Donc, d'après les neurosciences, ils ne sont pas tous d'accord. Il y en a qui disent, bah oui, on peut avoir plusieurs troubles du neurodéveloppement, et il y en a d'autres qui disent, non, on a un trouble du neurodéveloppement, et ensuite, il y a des ramifications qui font qu'il y a un impact sur d'autres champs, comme par exemple des développements moteurs ou autres, mais ne peut pas avoir plusieurs troubles. Alors, donc là, la réponse sera peut-être là dans 10 ans. Aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'il y a une face visible de l'iceberg et une face invisible. Est-ce que c'est d'autres troubles ou est-ce que c'est des ramifications? Pour l'instant, on cherche encore, mais on sait qu'à 50% en général, s'il y a une dyslexie, il y a une dysorthographie. S'il y a une dyspraxie, 50% des personnes avec une dyspraxie peuvent avoir un TDAH. Donc voilà, il y a des récurrences et des co-occurrences fréquentes. Autre point important, 70% pardon, des personnes concernées ont des difficultés qui vont persister à l'âge adulte. Donc, on n'est pas 10 quand on est à l'école et puis une fois qu'on est sorti du spectre scolaire, eh ben, c'est fini, c'est génial, la vie est belle. Pas du tout. Quand on est 10 pour toute sa vie. On est du verbe naître 10 et on le reste toute sa vie. Et vous le verrez, et j'espère vous l'entendrez dans mes propos, c'est un fonctionnement cérébral différent. Ça veut dire qu'on ne fait pas forcément comme les autres. Pour autant, on n'est pas moins intelligent et ça demande juste des adaptations pour nous permettre de vivre correctement dans un monde qui n'est pas tout à fait conçu pour nous. Alors, les troubles du neurodéveloppement, un petit regard scientifique, parce que comme je vous l'ai dit, on est très proche de la science à la Pépinière des Talents. Donc, ça touche 17% de la population. Là, je l'ai déjà dit. Les troubles du neurodéveloppement, ils sont issus de variations génétiques à 80%, même épigénétiques. Ils sont présents dès la naissance, comme je l'ai dit. Hein, on est 10, voire même potentiellement, ils peuvent être présents dans l'utérus, intra-utéro. Ils affectent la façon dont le cerveau va recevoir et traiter des informations verbales ou non verbales. Ils touchent aux connexions synaptiques du cerveau. Donc là, je vous imaginez une forêt et des chemins tout tracés dans la forêt. Quand vous vous baladez en forêt, il y a des chemins qui sont tout tracés. Si un arbre tombe à travers le chemin, ça bloque le chemin et les piétons vont contourner ce chemin et donc créer un nouveau chemin. Et ben, dans votre cerveau, ça se passe à peu près comme ça. Quand la voie royale on va prendre l'exemple de la lecture, ne se fait pas de manière fluide, c'est-à-dire je vois le mot, je le lis et je le transcris, parce qu'il y a un arbre qui est tombé à travers, la connexion ne se fait plus, eh bien votre cerveau va créer d'autres connexions synaptiques qui vont vous permettre d'accéder à l'information. Ça peut être des connexions rapides comme des connexions beaucoup plus lentes. Et pour ça, je vous inviterai à visionner, par exemple, le Petit Nicolas, un extrait du Petit Nicolas. Vous tapez Petit Nicolas dyslexie, vous allez tomber dessus. On lui demande quel est le nom de la rivière qui traverse Paris. Et dans son cerveau, il est obligé de faire tout le trajet à vélo avec son papa pour traverser le pont et voir écrit en grand la Seine. Et là, il va vous dire que c'est la Seine. Donc, c'est pour vous montrer qu'il y a d'autres chemins qui se créent.
Il persiste à l'âge adulte. Ce n'est pas une maladie, c'est un trouble, ça ne se soigne pas. Il y a de grandes fréquences de comorbidité, comme je l'ai évoqué, hein, entre les troubles du spectre autistique, les troubles 10, les troubles de déficience de l'attention avec hyperactivité. Et ils sont reconnus, selon la loi du 11 février 2005, comme un handicap dit invisible. Pour rappel, 80% des handicaps sont invisibles. Un petit regard médical, parce que c'est important, puisqu'on va parler de diagnostic. Donc déjà, ils sont multifactoriels, ces troubles du neurodéveloppement, c'est-à-dire qu'il y a un antécédent génétique. Si votre enfant a été diagnostiqué avec un trouble du neurodéveloppement, eh bien, il serait cohérent et pertinent de se demander qui de papa ou de maman ou d'un oncle ou d'une tante serait concerné. Parce qu'il y a des chances que ça ne soit pas forcément le même trouble. D'ailleurs, c'est assez particulier en ça, c'est que potentiellement, papa peut être dyspraxique et l'enfant peut être dyslexique. Ce n'est pas forcément le même trouble du neurodéveloppement. Pour autant, il y a quand même cet aspect génétique. Plus de 80% il y a plus de 40 gènes, pardon, concernés par les troubles du neurodéveloppement. Donc, vous voyez que c'est assez vaste. Il n'y a pas un gène particulier. Ils peuvent aussi venir de prématurité. Ils peuvent aussi venir d'exposition prénatale à une toxique majeure, perturbateur endocrinien et ou exposition à l'alcool, l'alcoolémie fétale par exemple. Ça peut être aussi l'environnement, avec des vulnérabilités socio-économiques ou des vulnérabilités psycho-affectives du milieu familial. Je pars du principe que quand même 80% c'est génétique. Le reste, c'est à mentionner parce que ça existe. Néanmoins, c'est quand même pas la majorité. Comme je l'ai évoqué dans le regard scientifique, c'est une anomalie développementale sans lésion cérébrale détectée. Ça, c'est important. On parle du coup, là, en l'occurrence, pas de déficience intellectuelle. Il n'y a pas de lésion cérébrale en tout cas. Et il n'y a pas de lésion pardon, des sens non plus. C'est-à-dire qu'on a, avant de pouvoir poser un diagnostic de dyslexie, par exemple, on va quand même vérifier que la personne voit correctement, que le regard, enfin la vue n'est pas affectée, que l'audition n'est pas affectée, que la praxie n'est pas affectée. Et donc, ils affectent le fonctionnement cérébral, pouvant entraîner des difficultés d'apprentissage, de communication, de motricité ou de comportement. Alors, puisque c'est le sujet, et c'est ça, alors on va surtout parler du repérage, parce que le diagnostic, quelque part, ni vous ni moi ne pouvons le poser. C'est un médecin qui pose le diagnostic, soit un médecin généraliste, soit un neuropsychiatre, un psychiatre, pardon, donc médecin. Seuls les médecins peuvent poser des diagnostics et ils vont pouvoir poser un diagnostic grâce à un ou plusieurs bilans. Et les bilans, ils vont être posés par des orthophonistes, des ergothérapeutes, un neuropsy, un psy qui s'y connaît. En général, c'est plutôt des neuropsys, mais pourquoi pas un psy qui s'y connaîtrait. Donc voilà, il va falloir qu'à un moment donné, un spécialiste, un expert de la rééducation va poser un bilan, et ce bilan ou ces bilans vont pouvoir permettre au médecin de poser le diagnostic. Donc, il y a le diagnostic qui est posé. Une fois qu'un diagnostic officiel médical est posé, vous allez pouvoir avoir des accompagnements de rééducation et autres, qui peuvent aussi exister sans diagnostic d'ailleurs. Pour autant, hein, c'est ce que, en général, d'ailleurs, à part l'orthophoniste, très peu sont pris en charge par la sécurité sociale aujourd'hui. On espère qu'il y en aura plus à terme. On peut aussi avoir des compensations naturelles. Et au bout du bout, si vraiment le trouble est extrêmement pénalisant pour la personne, il peut y avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est dans le cas, donc une RQTH. Dans le cas où vous êtes salarié adulte, enfin, ou adulte, tout simplement. Par contre, pour les enfants, c'est plutôt une reconnaissance de la maison de l'autonomie qui va pouvoir poser ce besoin d'accompagnement ou ce besoin de mise en place de plans personnalisés. J'attire votre attention sur le fait que s'il y a un défaut de diagnostic et d'accompagnement adéquat, un enfant 10 non accompagné pourrait devenir un adulte illettré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des études qui montrent que effectivement, les adultes, il y a des adultes qui sont dits illettrés, qui rentrent dans cette catégorie-là. Pour autant, c'est plutôt des troubles 10 qui n'ont pas été pris en charge et qui n'ont pas été accompagnés. Et donc, du coup, on va pouvoir intervenir et accompagner les personnes à
à acquérir des connaissances dont elles auront besoin. D'autant plus, et puisqu'on est sur l'aspect médical, je peux en parler, d'autant plus que le cerveau, il est plastique, c'est-à-dire qu'on peut, à tout âge, recréer de nouvelles connexions synaptiques. Hop. Intéressant ça. Oui, 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 tout à fait. En fait, on reste pas, on peut ne pas rester nul toute sa vie, en fait. On peut progresser. On peut apprendre à tout âge, je vous le rassure. Donc il y a de l'espoir, super. Il y a tout à fait, tout à fait. Mais alors, nous, à la Pépinière des Talents, d'ailleurs, on s'appelle Pépinière des Talents, hein, on est plein d'espoir. Donc, vous êtes au bon endroit. Quelques spécificités à prendre en compte, puisque du coup, je vous ai expliqué comment on posait le diagnostic, hein. Ni vous ni moi ne pouvons poser le diagnostic, c'est un médecin qui va poser un diagnostic. Donc maintenant, la question, ça va être, en fait, comment je repère? Comment je sais s'il faut que j'aille ou pas poser un diagnostic? Ce à quoi je vous répondrai, quelle est la nécessité de poser le diagnostic? Ça, parce que quelque part, alors sur un adulte, sur un enfant, la question ne se pose pas. C'est hyper important de poser un diagnostic parce qu'il va y avoir d'accompagnement scolaire, etc. Sur un adulte, la question du diagnostic peut se poser parce que d'abord, c'est un coût. Ça coûte environ 450 €, hein, parce qu'il y a beaucoup de bilans à faire. Donc, ça a un coût. Et donc, du coup, à quoi servira ce diagnostic quelque part? Parce que vous verrez qu'on peut mettre en place plein de choses qui ne nécessitent pas forcément de diagnostic. Et en l'occurrence, on peut être, nous, concernés ou aidants, en lien avec des démarches pour mettre en place des choses. Beaucoup de bienveillance suffit quasiment, dans beaucoup de cas en tout cas, à accompagner des personnes neuroatypiques. Donc, les spécificités qui pourraient nous permettre de se positionner comme neuroatypique, c'est une surcharge cognitive constante. C'est le cerveau qui ne s'arrête jamais ou rarement. Donc ça, c'est un cerveau qui va être et beaucoup de choses qui se passent effectivement et d'analyse permanente de choses qui se passent dans notre cerveau. Une sensibilité à l'environnement, une sensibilité exacerbée à l'environnement, au bruit, à la lumière, aux odeurs, au contact. Pas je vais à une fête, il y a trop de musique, ça me gêne. Ça gêne tout le monde dans l'absolu. Mais par contre, le bruit de la clim, le bruit du rétroprojecteur, le bruit du néon qui fait sous ma tête, ça me gêne terriblement. Je suis impactée par ça, ça ne s'arrête jamais. Des odeurs exacerbées. Une promiscuité un peu trop importante avec mon voisin de gauche ou de droite qui me gêne, mais en permanence, pas que cette personne-là, parce qu'on peut être allergique à une personne, hein, ça c'est sûr. Par contre, c'est les contacts en général qui sont problématiques. Des problèmes de compréhension. Je ne comprends pas toujours tout ce qu'on me dit. Je ne comprends pas l'implicite. Il y a des choses qui ne sont pas claires pour moi. Il y a le sens de l'humour. Tout le monde rigole, moi je rigole pas. Je trouve pas ça drôle. Je comprends pas. Bon, ça peut poser des questions. Des difficultés d'organisation et de gestion dans le temps peuvent poser des questions. D'ailleurs, alors je ne sais pas si c'est réservé aux neuroatypiques, mais il y a quand même des études qui montrent que les neuroatypiques, on a un peu plus de mal avec notre gauche, notre droite, on a un peu plus de mal avec les tables de multiplication, des choses un peu basiques, mais c'est vrai que quand on interroge, on est tous un peu avec les mêmes difficultés. Alors, peut-être que les neurotypiques aussi, mais eux, ils n'osent pas le dire. Nous, en tout cas, on le dit, pas de problème. Anxiété de performance, alors ça vient du fait que toute la scolarité, on a entendu qu'on n'était pas assez bon, on n'était pas assez rapide, qu'on n'y arriverait jamais, que ça ne suffit pas, que c'est pas acquis, etc., etc. Donc ça, évidemment, ça va créer une anxiété de performance et un manque de confiance en soi. Des difficultés de gestion des émotions et puis des interactions sociales parfois complexes. Donc tout ça, c'est des signes qui peuvent nous alerter. Et puis une fatigabilité beaucoup plus importante, tout simplement parce que les personnes neuroatypiques sont en permanence en multitâche. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc du coup, je vais vous inviter, je vais vous mettre en multitâche juste quelques secondes et puis vous pourrez mettre vos réponses dans le chat. Je vais vous inviter à compter le nombre de passes. Alors, vous allez voir des deux équipes, une équipe de personnes habillées en noir, une équipe de personnes habillées en blanche. Et je vais vous inviter à compter, et elles jouent au basket ou à je ne sais pas quel sport, avec un ballon, ce n'est pas du foot. Et je vais vous inviter à compter le nombre de passes que se fait l'équipe des joueurs avec les t-shirts blancs. Est-ce que la consigne est claire? Je vois Alors, Audrey. oui, moi, la consigne est claire, effectivement. Oui, Pour les gens, oui, voilà, ils ont j'ai un vu un pouce, petit pouce. super, Exactement, c'est nickel, exactement ça. Vous pouvez réagir avec parfait. un pouce. Et vous pouvez noter vos réponses dans le chat si vous avez envie. Donc, je vous invite à compter le nombre de passes que se font les joueurs en blanc. Est-ce que D'ailleurs, vous voyez ma vidéo?
Oui, ça arrive. Ok. D'ailleurs, pour ceux qui auraient des questions, des remarques, le chat, je vous sers à ça, je l'ai sous les yeux. Attends, ils vont pas pouvoir compter. Voilà. Hop, excuse-moi, Audrey, je t'ai interrompu. Je t'ai interrompu parce que J'avais terminé ma phrase, j'ai juste dit très rapidement que voilà, vous pouviez poser vos questions, faire vos remarques. Et d'ailleurs, nous avons quelqu'un qui est en train d'écrire. Alors, nous avons plusieurs réponses. Je les 15, annonce, les 16. réponses? Ouais, je vois 15, 16. Ouais, Bonjour 18, 16. 15, Bonjour à 16. vous. Ok, bon, ben voilà. Du coup, merci. Très bien. Alors maintenant, la question, donc il y a bien 16 passes, mais est-ce que vous avez vu quelque chose de bizarre? Est-ce que quelqu'un a remarqué quelque chose de bizarre? Est-ce que quelqu'un a vu le singe? Alors, nous avons de l'ours. Quelqu'un a-t-il vu un singe, un ours, enfin quelque chose? Non? Oui. Oui, le Alors, singe, si quelqu'un a merci. levé la main, est-ce que Vous avez une question? Ou peut-être c'est qu'il pour y a dire une oui? question? Ou c'est pour Alors, dire oui, j'ai vu le singe? c'était peut-être C'est pour dire oui. pour dire Merci. oui. Ok. Donc, Voilà. il y a Donc oui, je vais vous le 3 remonter. personnes. Je vais remontrer vite fait pour ceux Mmh. qui ne l'avaient pas vu. Et ceux qui ont vu le singe, est-ce que vous avez remarqué autre chose? Je vais vous montrer. Regardez s'il y a autre chose que le singe. Et je vais le dire en le visionnant. Comme ça, on... Donc là, on a bien 3 joueurs noirs, 3 joueurs en blanc. Mmh. Le rideau est rouge. Et effectivement, ils se font leur passe. Tout va bien jusqu'à là. Mais la consigne était de compter le nombre de passes. Donc votre cerveau, je l'ai exprès focalisé. Voilà le singe. Le rideau change de couleur, il est passé à orange. Et il y a un joueur noir qui a disparu. Effectivement. Voilà. Donc, je vous ai mis en situation de multitâche, c'est-à-dire que je vous ai donné une consigne qui a focalisé votre esprit de telle sorte que vous ne pouviez pas voir le reste. En fait, votre cerveau a occulté les autres informations. Donc, c'est important de garder ça en tête, ce multitâche, parce que du coup, quand on va demander à quelqu'un qui a un trouble du neurodéveloppement, si la tâche, alors je vais prendre par exemple la dyspraxie avec des difficultés à faire des lacets, si le fait de faire des lacets n'est pas acquis, le geste, le fait de faire, de passer, de tenir les lacets, de composer le nœud, de serrer, etc., n'est pas acquis, je ne pourrais pas vous parler et faire mes lacets en même temps. Ce n'est pas possible. Pour quelqu'un qui a acquis le geste, il n'y a aucun problème. Mais là, quand on a une dyspraxie, la concentration nécessaire pour effectuer le geste qui n'est pas acquis va m'empêcher de faire toute autre chose. Donc, c'est pour vraiment, et du coup, non seulement ça va être laborieux parce que ça va me demander une concentration accrue, de praxis, de conscientiser le geste, de le mettre en pratique, etc. Et du coup, tout ça, c'est non seulement enfin, ça va me prendre du temps et ça va me demander une énergie supplémentaire aux autres. Donc, ça va être beaucoup plus fatigant. Et en fait, les personnes neuroatypiques sont quasiment en permanence en multitâche lorsque ils sont dans la difficulté qui leur pose problème. Donc, si je suis en train de lire et que je suis dyslexique, ben, je vais être en multitâche, donc ça va être beaucoup plus fatigant. Lire un texte de 5 lignes, ça va me demander une énergie qui sera la même que pour les personnes non dyslexiques de lire un article de 4 pages. Voilà, pour vous donner un exemple. Mais c'est pas, alors c'est des exemples, hein, ça peut être 2 Mmh, pages, mmh, ça mmh. peut être, enfin voilà. On Et va du aborder coup, Marine, je te coupe, excuse-moi. Cet exercice-là, finalement, ce facteur multitâche, qu'est-ce qu'on peut en déduire si par exemple, moi, je n'ai pas vu le singe et je n'ai pas vu le changement de couleur de rideau, Ah ça, c'est sur normal que quoi tu ne l'aies pas vu, parce que sur je t'ai donné une consigne simple. OK. Du coup, Donc, en fait, là, c'est le focus, finalement, c'est la consigne qui nous amène à nous mettre dans cette position de multitâche.
C'est bien ça? La consigne, elle t'a pas mis justement en multitâche, puisque toi, tu as Ouais, été en monotâche. Tu n'as pas pu être multitâche, puisque moi, je t'ai concentré sur ça. Donc, si d'accord. la personne qui a des difficultés à lire, elle est concentrée sur la lecture, elle va pas pouvoir être concentrée sur autre chose, puisque son focus, ça va être la lecture. Oui, j'ai compris. Donc, elle ne pourra pas être en multitâche, comme vous n'avez pas pu être en multitâche, Mmh puisque mh. vous avez eu une consigne qui vous a focusé sur quelque chose. Donc, votre cerveau s'est concentré. La personne qui est dyslexique, si je la lui demande de lire, elle va être en monotâche, elle va être focalisée sur la lecture, elle ne pourra pas faire fi de ce qui se passe à côté. Très bien. OK. Donc là, Merci. on va revenir sur l'ensemble des troubles. Donc, pour vous parler des troubles, on va revenir alors en fonction du temps, parce qu'il nous reste une demi-heure, mais on va parler de la dyslexie, donc les difficultés à lire, qui sont en lien avec la dysorthographie, difficulté à orthographier correctement les mots. La dysgraphie qui est en lien avec la dyspraxie. La dyspraxie, c'est le trouble de la coordination des gestes, et la dysgraphie, c'est la motricité fine. Donc ça, ils sont en lien tous les deux. La dyscalculie, qui est un trouble de la cognition mathématique. La dysphasie, qui est un trouble de la communication. Et puis le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. On parlera aussi du TSA. Euh, alors, j'ai pas eu le temps de lire la question, mais Je l'ai sous les yeux, on y bon, reviendra. on va y revenir, mais du Heu, coup, chaque personne est diagnostiquée avec un trouble. Potentiellement, il peut en avoir un deuxième ou un troisième. Il peut être multi-10 ou multi-TND. Il y a des gens qui n'ont qu'un seul trouble, hein. C'est 50% des personnes qui ont un trouble disent qu'en ont un second. Donc, il y en a qui peuvent avoir qu'un seul trouble et à des degrés différents. C'est-à-dire qu'on peut être très impacté comme légèrement impacté. Du coup, sur chacun des troubles, mais de toute façon, vous aurez le PDF, je vous le donnerai. Enfin, je l'enverrai à Audrey qui vous le fera suivre. Donc, on va les balayer rapidement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps non plus, hein. Ça fait quand même l'objet de formations qui peuvent durer une journée entière. Donc, vous imaginez qu'en une heure, je n'ai pas le temps de vous dire grand-chose, mais je vais vous en dire un maximum. Donc, dyspraxie, dysgraphie, c'est troubles du développement de la coordination. Les conséquences en situation de travail qui peuvent vous alerter, du coup, parce que c'est encore une fois l'objectif, hein, le repérage, eh ben, c'est des gens qui vont avoir des maladresses et des lenteurs dans les gestes de la vie. Donc, c'est les maladroits. Vous savez, c'est ceux qui se perdent, ou c'est ceux qui se perdent tout le temps d'ailleurs. Ça peut être des difficultés d'organisation et d'ordre, des difficultés de repérage dans le temps et dans l'espace, celui qui, oui, qui est toujours en retard parce qu'il n'y arrive pas, ou celui qui se perd, difficulté de coordination des gestes, motricité globale ou motricité fine, j'en ai parlé avec la dyspraxie. Les difficultés associées, peur du jugement d'autrui, manque d'assurance, lenteur, fatigue, ça vous les verrez, c'est quasiment toujours les mêmes, à quelques exceptions près. Et puis, difficultés associées, ça peut être d'autres troubles, comme on l'a expliqué, d'autres troubles du neurodéveloppement. Les petites illustrations, vous les regarderez quand vous aurez, enfin voilà, une fois que vous recevrez les diapos. Dyslexie et dysorthographie, donc plusieurs types, hein, de dyslexie, dysorthographie, donc que je vous ai mis en affichage. Néanmoins, les conséquences en situation de travail, puisque c'est un trouble spécifique du langage écrit, ce sont des personnes qui vont avoir des difficultés à lire. La fluidité de la lecture ne sera pas automatisée. La lecture n'est pas automatisée, donc c'est laborieux de lire. Donc la personne qui va lire, sa tâche, ça va être de lire, ça va être de déchiffrer. Elle ne pourra pas comprendre ce qu'elle lit, puisque comprendre, c'est une autre tâche. C'est-à-dire que vous faites les choses, que vous n'êtes pas dyslexique, vous allez faire les choses de manière spontanée, vous allez lire et comprendre. Lorsqu'on est dyslexique, la concentration va être mise sur la lecture, on ne pourra pas comprendre. Donc, il va falloir plusieurs lectures pour pouvoir ensuite comprendre. Ça affecte aussi la production d'écrits, puisque lorsqu'on n'arrive pas à lire, forcément, on va avoir du mal à orthographier. Il va y avoir des difficultés d'organisation et puis ça affecte l'orthographe et l'incapacité à rédiger sans faute. C'est pas qu'ils ne font pas d'efforts, c'est qu'ils ne peuvent pas. Moi, pour ma part, puisque je suis dyslexique dysorthographique, en fonction de l'heure de la journée, je vais être plus ou moins affectée. Je peux vous écrire il était et sans aucun problème. Ça me pose aucun souci de vous écrire ça comme ça. Je peux vous écrire, voilà, je peux mal orthographier des verbes. Je peux vous écrire 3 fois le même mot de 3 manières différentes dans la même page. Alors oui, je peux me relire, ça me demande beaucoup d'efforts et parfois je me relis et je corrige des fautes qui n'existaient pas. Donc bon, pour vous donner, donc j'ai des bons correcteurs d'orthographique, j'ai des bonnes copines qui savent relire ou qui ont la gentillesse de me relire parfois quand il y a des communications importantes, mais c'est pas que je ne veux pas,
c'est que je ne peux pas. Et pour autant, j'ai fait des études supérieures. Donc, c'est pour vous montrer cette incapacité qu'on a, malgré tous les efforts fournis. Et tant bien même que je ferai beaucoup d'efforts, ce qui peut m'arriver et je peux le faire, ça me demande une énergie de dingue. Donc, pour rédiger 10 lignes, je vais mettre à peu près 1 heure et la fatigue correspondra à celle de 3 heures de travail pour quelqu'un d'autre. Donc, ça vous donne un peu un ordre d'idée. Et toujours pareil, donc les difficultés associées, déficit de l'attention, le peur de jugement d'autrui, manque d'assurance, lenteur, hyperfatigabilité, tout ça, ça va venir à chaque fois. Je vais vite pour qu'on ait le temps de quelques questions, hein. La Oui, il y en a qui dyscalculie, sont apparus. ouais, la dyscalculie, c'est le trouble du calcul et des mathématiques, manque de logique mathématique, difficulté à appréhender le temps, les distances, les quantités, difficulté à structurer et à poser des opérations, mauvaise organisation dans le temps et dans l'espace, difficulté associée au langage mathématique, difficulté à comprendre, à mémoriser et à utiliser les nombres. C'est des gens qui vont vous écrire, qui vont, si vous dites bah, c'est 1300, ils vont vous écrire 1000 et 300, ce qui fera 10 000, 1 million 30, enfin bref, voilà, vous m'avez compris, il faut que je le voie écrit pour pouvoir vous le dire. C'est des gens qui ne vont pas pouvoir compter leur monnaie dans la vie quotidienne, qui vont avoir du mal, s'ils doivent programmer des machines et qu'il faut faire des pourcentages, eh ben, ils auront besoin de leur calculette. Ils ne feront pas les choses de manière spontanée. Et donc, du coup, ben, oui, on peut utiliser des calculatrices, oui, on peut avoir des outils de compensation. Néanmoins, c'est quand même assez compliqué d'être dyscalculique dans un monde aujourd'hui où tout est mathématique quand même. La dysphasie, donc trouble de la communication, trouble du développement du langage oral, ça peut être une dysphasie émitive, j'ai du mal à émettre, comme j'ai du mal à recevoir l'information. Je ne suis pas sourd, je ne suis pas muet, je le rappelle, hein. Pour autant, la transcription au niveau de mon cerveau ne se fait pas de la même manière. C'est que le dysphasique en France, c'est comme si vous alliez vivre en Chine et que vous ne parlez pas chinois, parce qu'il y a peut-être des gens qui parlent chinois, et que vous ne parlez pas chinois. Ben, vous voyez bien que les gens, ils vous parlent de ce que vous êtes en train de manger, mais vous ne comprenez rien. Ben, c'est à peu près ça. Alors, à des degrés extrêmes, bien entendu. La dysphasie, c'est le trouble qui est le moins connu, hein. Ça touche peu de personnes, d'ailleurs, 2% de la population. C'est le trouble, c'est presque le trouble, je dirais, qui s'apparenterait le plus à de la déficience intellectuelle quand on ne le connaît pas, et pour autant, les gens n'ont pas de déficience intellectuelle. Donc, vous voyez bien qu'ils ne comprennent pas, vous dites, bah, il est neuneux. Ben non, il est ni neuneux ni gogol, comme j'ai pu entendre, je vous rassure, et désolé pour les... Voilà, mais c'est des choses qu'on entend, donc moi, j'aime bien mettre les pieds dans le plat, je vous le dis. C'est des gens qui comprennent très bien ce dont vous êtes en train de parler, mais qui n'ont pas le vocabulaire, enfin la capacité de mettre des mots en face et de structurer leurs phrases de telle sorte à ce qu'ils puissent s'exprimer. C'est des gens qui vont donc avoir des difficultés à s'exprimer à l'oral, qui vont vous faire des réponses courtes en général, qui vont chercher leurs mots, qui vont avoir une mauvaise compréhension de l'implicite, de l'abstrait et des sous-entendus, qui vont avoir des difficultés d'organisation de leurs idées. Et les difficultés associées, c'est des gens qui vont paraître peut-être parfois se retrancher dans l'isolement, qui vont être un peu mutisme, enfin, ils seront très avares des mots. Ils peuvent être même assez agressifs dans leur comportement parce que comme ils ne comprennent pas, ils peuvent avoir des élans d'agressivité. Et puis les autres, c'est les mêmes que pour tout le monde. Le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, c'est le petit à la mode, surtout dans les écoles. Alors, je vous rassure, on n'a pas tous un TDAH, c'est pas vrai. Les écrans ne rendent pas, ne font pas devenir, ne créent pas de trouble du déficit de l'attention. On en a pas. C'est des cerveaux qui ne s'arrêtent jamais. Et en fait, c'est des choses qu'il y avait déjà avant, sauf que le monde allait moins vite. Aujourd'hui, comme le monde va très vite, on les repère plus parce qu'ils vont encore plus vite dans un monde qui va déjà très vite. Donc, on les repère plus et du coup, c'est des gens qui vont plus facilement péter les plombs parce qu'aujourd'hui, le monde va très vite. Ce sont des personnes qui vont se laisser facilement distraire, qui ont une incapacité partielle ou totale de développer et de planifier un comportement dirigé vers un but. On parle là de syndrome dysexécutif. Le syndrome dysexécutif, il marche pour à peu près tous les troubles du neurodéveloppement néanmoins. Donc, cette incapacité à développer ou à planifier un comportement dirigé vers un but. Ce sont des personnes qui ont des surcharges cognitives permanentes et qui, du coup, oublient une partie des consignes. Et ils peuvent manifester une impulsivité verbale, motrice ou cognitive qui complique parfois les interactions. La personne qui a un trouble du déficit de l'attention, si vous le mettez dans un open space,
près d'une fenêtre où il y a un périphérique, je ne vise aucune entreprise, mais Radial par exemple, vous pouvez avoir cette personne qui va être donc en open space avec une fenêtre qui donne sur l'autoroute, et ben ça va être très compliqué pour elle de se concentrer sur son travail parce qu'elle va être en permanence soit happée par l'open space, soit happée par les bruits de l'autoroute, la sirène, les voitures, et elle finira par compter le nombre de voitures rouges qui sont passées dans la journée plutôt que d'effectuer son travail. Et ça, c'est inconsciemment, c'est-à-dire que c'est vraiment ni volontaire ni voulu, mais le cerveau part dans tous les sens. Après, c'est des vraies richesses, hein, parce que du coup, des personnes qui ont cette capacité à avoir un cerveau qui part dans tous les sens, ben, c'est une personne, comme toutes les personnes disent d'ailleurs, qui va fonctionner en mode solution. Vous allez apporter un problème, elle vous apporte 50 solutions. Il y en a qui seront à trier, mais globalement, elle peut vous apporter des solutions hyper pertinentes à laquelle personne n'a pensé parce que leur cerveau fonctionne autrement. Donc, c'est vraiment une vraie richesse. D'ailleurs, il y a des études qui montrent que des équipes avec des neurotypiques et des neuroatypiques, sont 30% plus performantes que les équipes où il n'y aurait pas de neuroatypiques. Donc, embaucher des neuroatypiques, vraiment. C'est la Le trouble, complémentarité. ouais, le trouble du spectre autistique, alors, il est très vaste. Et donc, on va parler de trouble du spectre autistique sans déficience intellectuelle. C'est le trouble qui va apporter des difficultés dans la communication et les interactions sociales. C'est pas que des Rainman, hein. Globalement, des personnes avec des troubles du spectre autistique, vous en connaissez très certainement. Je rappelle, c'est 17% de la population, une personne sur 6. Donc, vous avez sûrement des gens déjà en entreprise avec des troubles du neurodéveloppement. J'ai un trouble du neurodéveloppement. Enfin, je veux dire, on peut avoir fait des études brillantes et avoir un trouble du neurodéveloppement et travailler en entreprise et être très à l'aise dans certains domaines sans aucune difficulté. Ça ne fait pas de nous des extraterrestres, je vous assure. Le TSA, c'est quelqu'un qui va participer pas ou peu aux activités de groupe et qui peut avoir des comportements répétitifs et des intérêts spécifiques forts, voire obsessionnels. C'est des personnes qui vont potentiellement ne pas vous regarder dans les yeux parce qu'ils ne pourront pas vous regarder dans les yeux. C'est des personnes qui vont avoir même parfois des gestes répétitifs qui sont là pour les déstresser, qui sont là pour compenser les difficultés. Et donc, ça peut être des signes, en tout cas, de repérage. Mais une fois de plus, ça vous donne une idée, plus pour vous dire, ben, OK, c'est quelqu'un qui va être différent de moi, et certainement pas pour poser un diagnostic. Vous n'êtes pas médecin, une fois de plus. Donc, ça vous donne, c'est important pour nous de vous parler des conséquences possibles, tout simplement pour que, au lieu de vous dire, ben, il est quand même vraiment particulier, celui-là, franchement, il est désagréable, ben non, il est peut-être pas désagréable. Peut-être qu'il a un trouble du spectre autistique et qu'il ne sait pas vous regarder dans les yeux et qu'il n'en a pas envie, qu'il n'a pas la capacité. Peut-être qu'il a un trouble du déficit de l'attention et qu'il est déjà parti ailleurs dans la conversation que vous êtes en train de tenir. Voilà, ou peut-être que ce que vous lui demandez est trop laborieux parce qu'il est dyspraxique ou autre. C'est vraiment de se dire, ben, en fait, peut-être que cette personne, elle n'est pas nulle ou elle ne comprend pas rien. Peut-être qu'il y a un trouble du neurodéveloppement qui fait que la manière dont j'explique ne correspond pas ou ce qui est en train de se passer ne lui va pas. Je n'en ai plus pour très longtemps, je continue vite fait, juste, de toute façon, vous aurez une fois de plus les slides, donc ça vous permettra de les re-regarder. Dans le monde du travail, le trouble du neurodéveloppement, globalement, c'est une surcharge cognitive importante, un effet d'impuissance apprise, puisque, une fois de plus, on vous a expliqué que vous n'étiez pas bon, que vous étiez nul, que vous n'y arriviez pas, etc. Donc, pour changer ça, ça demande du temps et de l'énergie. C'est des personnes qui vont avoir une organisation un peu personnelle. Alors, il y a marqué difficulté d'organisation. Moi, je mettrais organisation propre à chacun. Voilà, parce que c'est pas forcément une mauvaise organisation, c'est juste qu'elle n'est pas la même que tout le monde. Et beaucoup de fatigue importante. Donc, les conseils spécifiques, ben, c'est de vous former pour connaître les troubles et comment ils se manifestent, pour adapter des stratégies et réduire les frustrations. C'est de vous former pour avoir des outils de technologie adaptés et des adaptations possibles à mettre en place. De proposer de demander de l'aide, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut pas aider tout le monde, mais on peut tous aider quelqu'un. Donc, on peut tendre la main et dire, bah, moi, j'ai l'impression que ce qu'on te demande, c'est compliqué. Est-ce que tu as des difficultés? Est-ce qu'on peut t'aider autrement? Est-ce que, voilà. Valoriser les points forts parce que autant vous dire que quand on a des troubles du neurodéveloppement et qu'on nous a expliqué toute notre vie qu'on était bon à rien et qu'on en est assez convaincu du coup, ben, quand quelqu'un nous dit mais là tu es super doué pour faire ça, moi je trouve ça génial, et ben ça nous fait grand bien.
Et d'ailleurs, ça fait grand bien à tout le monde. Ce qui est bon pour les neuroatypiques, c'est bon pour tous les autres. Communiquer pour avoir un soutien spécialisé. Donc ça, je m'adresse aux personnes neuroatypiques. Si vous ne dites pas, eh ben, les gens ne peuvent pas deviner parce que sachez-le, les neurotypiques sont absolument nuls à déterminer et à comprendre ce que c'est que la neuroatypie. Donc voilà, désolé pour les neurotypiques. Il faut pratiquer la gestion du stress, la relaxation, parce que tout ça, va vous aider à reconstruire la confiance en vous et vous fixer des objectifs réalistes. Mais demander de l'aide, ça peut aussi dire: «Bah, moi, j'ai des difficultés avec la lecture». Aujourd'hui, il y a des lecteurs intégrés, quoi. Dragon, c'est un outil qui est magnifique, ça vous lit les textes tout seul. L'intelligence artificielle va vous permettre de faire des comptes rendus. Donc demander des formations en intelligence artificielle, ça peut vous changer la vie. En tout cas, moi, ça a changé la mienne. Hem Et donc tout ça, en fait, va vous permettre déjà de travailler l'estime de vous-même, de prendre en considération votre hypersensibilité. Les personnes avec des troubles du neurodéveloppement sont en général assez sensibles et sont aussi des éponges à émotions. Donc le savoir, eh ben, ça vous permet de relativiser. Ça vous permet de mieux comprendre votre fonctionnement et votre vulnérabilité, parce que si vous ne prenez pas en considération votre hypersensibilité, le fait que vous soyez éponge à émotions, vos difficultés et votre vulnérabilité, ben, vous allez aller dans le rouge. Et notre volonté, à la pépinière des talents, c'est de sensibiliser pour permettre aux gens de prendre conscience de leur fonctionnement et de se chouchouter quelque part. En fait, vous êtes unique pour vous-même, donc chouchoutez-vous, et travaillez dans des environnements bienveillants. Il y a une légende qui parle des colibris dans les mines, où les colibris sont des petits oiseaux qui sont très sensibles à l'oxygène et donc dès que le taux d'oxygène descend un peu trop bas, ils vont tomber. Donc c'est une alerte pour les êtres humains à dire: «Bah, là, il va falloir sortir de la grotte, de la mine». Et ben, les neuroatypiques en entreprise, c'est à peu près la même chose sur le burn-out. C'est les premiers à tomber quand un environnement de travail n'est pas bienveillant. Donc si vous commencez à avoir des personnes qui tombent dans vos entreprises en burn-out, ben, interrogez-vous sur l'environnement de travail et potentiellement dites-vous, remerciez-les quelque part, c'est qu'il va falloir changer quelque chose dans votre environnement de travail parce que c'est pas suffisamment bienveillant. Quelques témoignages de neuroatypiques: la sensation de travailler plus que les autres, le fait de ne pas toujours comprendre les consignes, la pression du temps, la peur de ne pas finir, la surcharge cognitive, j'en ai parlé, la peur d'échouer et de décevoir, le jugement d'autrui, les paroles blessantes et dévalorisantes qui peuvent être vraiment extrêmement mal vécues, le harcèlement, les menaces, les peurs qui en découlent, la fatigue. Donc tout ça, c'est quelques témoignages de personnes neuroatypiques et on vous invite à en parler pour ne pas subir. Je vous invite également à visionner la vidéo de la théorie des petites cuillères de Julie Dachez, qui montre bien ce qui image l'hyperfatigabilité que peut représenter ces troubles du neurodéveloppement. Elle en parle pour l'autisme, mais ça marche pour tous les autres troubles. Et pour terminer sur une note très positive, les neuroatypiques, on a plein de qualités. Déjà, on est intelligent, voire même parfois, alors là, je ne vais pas rentrer dans le débat, mais il y a, qui ne rentrent pas dans les troubles du neurodéveloppement d'ailleurs, le haut potentiel intellectuel, les personnes qui sont HPI, zèbres, comme vous voulez, comme vous les appelez. Et pareil, hein, il n'y a pas de plus en plus de personnes HPI, c'est pas vrai, il y en a qui sont réellement reconnues. Et ben, il y a en fait, souvent, il y a des HPI qui peuvent avoir des troubles du neurodéveloppement. C'est des personnes qui sont créatives, qui sont curieuses, qui ont une vision hélicoptère des choses, une vision générale, holistique, ou potentiellement une vision très spécifique. Dans le cas du TSA, par exemple, cette vision holistique générale, bah, c'est des personnes qui vont potentiellement diriger des startups, qui vont pouvoir être chefs de projet parce qu'ils vont avoir cette vision possible. Ce sont des personnes qui sont intuitives, qui sont perspicaces. Euh, alors, vous avez quelques spécificités. Les 10, ils s'adaptent, ils fonctionnent en mode solution. Les personnes avec un TSA vont être extrêmement précis et avoir une exigence de travail, grande rigueur, grand respect des règles. C'est des personnes qui potentiellement vont vous dire tout ce qui dysfonctionne dans votre entreprise, sans forcément prendre de gants d'ailleurs. Mais néanmoins, c'est utile, quelqu'un qui vous dit ce qui ne va pas. Et les TDAH, ils sont audacieux, enthousiastes et plutôt à l'aise dans le chaos. Et sachant qu'on peut avoir un TDAH et un TSA en même temps. Donc parfois, ça fait un peu des étincelles, ces cumuls de troubles, mais c'est possible aussi d'avoir ces troubles-là. Quelques points de vigilance, ben, c'est les relations, c'est l'environnement, quelques activités, l'organisation, la gestion du temps, l'orientation. On n'aura pas le temps de le voir.
Je vais passer vite, vous pourrez regarder, mais je veux vous laisser du temps pour les questions et terminer juste sur le fait que quand on est avec un trouble du neurodéveloppement dans un environnement où il y a une forte pression de réussite, avec un environnement de travail exigeant, ça peut engendrer du stress et un risque accru de burn-out, de dépression, de décrochage. Donc, je vous invite vraiment à mieux appréhender votre environnement de travail avec un environnement qui soit accueillant, motivant, où la confiance et la réussite sont de rigueur, parce que vous allez être du coup dans des conditions de travail optimum. Si vous êtes dans un environnement oppressant avec fatigue, qui engendre beaucoup de fatigue, ben, méfiez-vous. Ce n'est pas forcément des environnements de travail qui sont bons pour les personnes neuroatypiques. Voilà ce que j'ai à Merci. vous dire rapidement. Et je vous ouvre, alors je ne sais pas si j'ai un slide sur les questions, mais peut-être, oui, voilà. Bien, Ça a été merci. Alors, rapide, je suis désolée, mais j'essaye de tenir en 1 heure et de vous donner un maximum d'informations, donc voilà. merci Marine pour cette présentation. Le support que je vous enverrai avec le replay d'ailleurs vous permettra de regarder à tête plus reposée. En tout cas, j'avais déjà 2 questions et Alors moi, juste une question sur le support. On intervient en entreprise, on fait des interventions, des conférences et autres. Donc soyez gentils, si vous souhaitez utiliser tout ou partie du support, n'hésitez pas à nous mentionner. Ne le faites pas à la volée et à l'arrache, mais plutôt concertez-nous parce que on est associatif, donc c'est aussi notre manière d'exister que de faire des interventions en entreprise. Et donc n'hésitez pas à plutôt que de réutiliser notre support pour essayer de faire une intervention vous-même, faites appel à nous, ça serait plus sympa. Voilà. Très bien, merci pour cette précision. Je t'en prie. On avait une question qui était apparue tout à l'heure, au moment de la vidéo des singes et la question était, finalement, les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, est-ce qu'elles sont tout le temps en multitâche ou c'est justement, l'inverse et elles sont plutôt obligées d'être en monotâche? Alors, en fait, elles sont obligées d'être en monotage dans la difficulté qui est la leur. D'accord. Parce qu'elles ne peuvent pas être en multitâche dans la difficulté qu'elle est leur. Si je suis dyslexique et que ma difficulté, c'est de lire, donc c'est un trouble spécifique du langage écrit, je ne vais pas pouvoir lire, comprendre le texte et en extraire des informations importantes en même temps. Ça, c'est 3 tâches différentes. Donc moi, si je lis, je lis. Et d'ailleurs, si je lis, c'est encore plusieurs tâches. On déchiffre, on constitue la phrase et on la lit. Ensuite, on Quand on est dyslexique, on va déjà se contenter de déchiffrer, qui est une tâche à part entière. Donc vous imaginez bien que si je dois déchiffrer, mettre ensemble et lire, et ben, c'est 3 tâches différentes et là, je ne suis pas capable, en fait, d'être dans ces 3 tâches différentes-là. Alors ça, c'est à l'extrême, sachant qu'une fois de plus, il y a des degrés très différents de dyslexie, et ça, c'est vraiment pour essayer de vous montrer comment ça fonctionne. Il y a quand même des personnes dyslexiques. Moi, je suis dyslexique, j'arrive à lire. Quand le sujet m'intéresse, d'ailleurs, j'y arrive beaucoup mieux que quand le sujet ne m'intéresse pas. Et quand le sujet ne m'intéresse pas, je décroche assez rapidement. C'est trop laborieux. Je dois lire 5 fois la même phrase pour la comprendre. Heu, mais aujourd'hui, je lis de manière un peu plus fluide que lorsque j'étais à l'école. D'accord et donc, plus spécifiquement, quelqu'un qui, aurait un TDAH est en multitâche tout le temps? Alors Je le sais TDAH, juste c'est un trouble du déficit de l'attention. Son cerveau va très vite, et effectivement, il peut être en multitâche tout le temps puisque, en fait, son cerveau n'arrive pas à focuser sur une seule tâche. OK. Donc c'est, la spécificité du TDAH finalement, qui amène ce côté multitâche beaucoup plus que sur les autres troubles? Oui, on peut dire ça. Je ne sais pas si la science le dirait, mais oui, dans le concret, on pourrait le dire. Voilà, concrètement, ce serait Concrètement, on pourrait le plutôt dire. ça. La personne qui a un D'accord. TDAH, si on veut, effectivement, lui faciliter la vie, et ben, il faut lui faire des listes toutes douces ou des to-do list comme vous avez envie. En tout cas, ça peut l'aider à cocher au fur et à mesure les choses, qu'il a à faire et se permettre mais une fois de plus, quand vous créez des outils pour aider les personnes, faites-le avec elles. Si vous le faites Mmh. sans elles, vous allez dans le mur parce qu'elles vous diront: «Bah, non, moi ça correspond pas, ça m'intéresse pas, ça me convient pas». Parce que toutes les personnes, et c'est la spécificité des troubles du neurodéveloppement, c'est que quelque part, on n'est pas tous dyslexiques de la même manière, on n'est pas tous dyspraxiques de la même manière. Le TDAH ne va pas impacter les mêmes zones
chez les mêmes personnes. Donc voilà, c'est pas, toutes les personnes TDAH n'oublient pas de mettre leurs pantalons avant de partir de chez elles, quoi. Enfin, il y en Oui, a bien qui sûr. savent très bien s'habiller. Voilà, donc c'est pour… voilà. Très bien. J'avais une autre question qui est apparue au sujet de la dyspraxie. S'il y a suspicion, donc des signes un petit peu repérés par rapport à la dyspraxie, qui serait le spécialiste à consulter? Eh ben, un ergothérapeute potentiellement, déjà un médecin, votre médecin, parce que vous Mhm, pouvez lui en toucher, la médecine du travail, vous pouvez aussi les consulter. mhm. Et puis après un ergo éventuellement, oui, un ergothérapeute, quelqu'un qui pour moi, ça serait presque l'ergo le mieux. D'accord, ok. Non. Et Mmh. la question que je me posais, parce qu'elle n'a pas été citée, n'hésitez pas à m'indiquer si ça a répondu à Oui, votre ou même vous question, pouvez hein. intervenir, hein, en direct, vous pouvez lever Tout la à main et fait. poser une question en Oui, direct. C'est pas parce que vous l'avez on, pas écrite que vous pouvez pas la poser, hein. on est peu nombreux. Moi, je me posais une question, tu parlais de 450 euros du coût du diagnostic. Est-ce qu'il y a des dispositifs de prise en charge par la Sécu, par les mutuelles sur ce genre de sujet, ou on est encore… Alors oui, on peut interroger certaines mutuelles qui prennent en charge certains bilans. Mhm, Alors certaines mutuelles prennent en charge des bilans, qui ne sont pas forcément pris en charge par la sécu, il faut poser la question. Et puis après, oui, il y a des centres de référence du langage ou de centres de référence, sur l'autisme qui est d'ailleurs à Saint-Égrève. mhm. Bon après, je ne vous cache pas qu'il doit y avoir à peu près 2 ans et demi d'attente, mais Oui, voilà. les délais sont extrêmement longs. Les délais sont extrêmement longs et on n'est pas forcément prioritaire quand on est adulte. Ok. Mais bon, pour des Voilà. gens qui auraient enfin voilà, qui s'interrogeraient par rapport à leurs enfants, typiquement, il y a moins d'attente quand même pour les enfants. Exactement et puis après, il y a aussi des degrés. Alors moi, je suis pas très spécialiste des niveaux de prise en charge, Mhm. mais il y a des prises en charge qu'on peut faire en direct, c'est-à-dire nous, on peut aller voir un ergo en direct, par exemple. Par contre, on peut pas aller voir un centre de référence, aller toquer à leur porte en disant: «Je voudrais un diagnostic». C'est un médecin ou enfin voilà, il D'accord. y a des étapes à suivre. Il y a des endroits qui vont vous dire: «Bah non, en fait, c'est des spécialistes qui doivent vous envoyer à nous, vous pouvez pas venir en direct». OK. Oui, ça a l'air de rejoindre ce que dit une personne là par écrit, par rapport à Saint-Égrève qui ne prennent que les cas complexes a priori. Exactement, exactement et c'est D'accord. comme les PNAC, c'est pareil, les PNAC, ils sont au Vinatier à Lyon, Mmh. ils sont spécialisés dans le TDAH, mais ils ne prennent que les cas complexes sur, Sur prescription médicale, préconisation. enfin préconisation, oui. OK. Alors il y a pas Heu, de listing de spécialistes, je lis, J'allais la dire la question. question. Alors, Merci. il y a pas ou peu de listing de spécialistes. En tout cas, il y a pas de listing de bons spécialistes. Donc, c'est à vous d'interroger, par exemple, si vous faites appel à une orthophoniste, interrogez-la pour savoir si elle est spécialisée dans les troubles du déficit par exemple, dans la dyslexie. Parce que, une fois de plus, les orthophonistes, c'est un métier qui est vaste. Ils ont, Mmh. alors peut-être aujourd'hui un petit peu plus d'heures consacrées, aux troubles du neurodéveloppement, mais ils ont pas beaucoup d'heures, hein, sur la dyslexie, par exemple. C'est pas leur cœur de métier à la base, hein. OK. Donc il y en a qui vont être plus spécialisés dans l'AVC, il y en a qui vont être plus spécialisés dans la vieillesse, il y en a d'autres qui vont être plus spécialisés dans d'autres choses. Donc demandez-leur, interrogez-les. Si vous n'êtes pas content de votre orthophoniste, changez d'orthophoniste. Vous n'êtes pas marié avec eux. Si vous avez l'impression que l'orthophoniste, elle est nulle demandez déjà, alors si c'est pour votre enfant, assistez par curiosité à une séance. Ça peut être très instructif. Et si ça ne vous convient pas la manière dont elle aborde la chose ou qu'elle accompagne votre enfant, changez, changez, changez. On n'est pas marié avec eux. Il y a des gens qui sont pour autant pas forcément bienveillants. On a besoin de gens extrêmement bienveillants quand on est accompagné. Hem donc voilà. Et pareil pour les neuropsys, demandez-leur s'ils sont spécialisés avant d'aller faire un diagnostic avec un neuropsy, enfin un bilan avec un neuropsy et un diagnostic même chez un psychiatre, demandez-lui s'il est spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement. Parce que pour vous donner un ordre d'idée, les généralistes, les médecins généralistes, ils ont 4 heures de formation sur les troubles du neurodéveloppement dans leurs 10 années de formation. C'est la Donc question effectivement que je me posais. Je me disais, mais parce que tu parlais de médecins généralistes oui, bah, parce que c'est eux au qui début de posent ce le webinaire, diagnostic final. et tout de suite m'est venue la question, mais est-ce que les médecins généralistes sont formés et à minima Non. sensibilisés à ces questions? Non, mais ils ont les bilans et les bilans, ils sont, Ils les sont, d'accord. dans la vraie vie, tu vas voir une orthophoniste et elle te dit: «Vous êtes ça» et elle va te faire D'accord. ton diagnostic. OK. Mais
tant que c'est pas estampillé avec le tampon du médecin. Donc, en fait, dans la vraie vie, qu'est-ce qui se passe? L'orthophoniste et l'ergo vont dire, bah, vous êtes dyslexique et dyspraxique, donc vous allez voir votre médecin qui va dire, ah, vous allez lui dire, bah, l'orthophoniste a dit que j'étais dyslexique et l'ergo a dit que j'étais dyspraxique. Ah, très bien, ok, ben voilà, alors et hop, je mets le tampon. Lui, il va même pas chercher à savoir, parce que la D'accord, plupart ouais. du temps, potentiellement, ils manquent de formation à ce niveau-là, sauf s'ils en ont fait leur dada et qu'ils adorent le sujet, et auquel cas ils seront très performants. Mais, en fait, ils sont le truc, c'est qu'ils ne peuvent pas être partout, donc ils ne connaissent Oui, que ce tout à que fait. potentiellement vous connaissez, voire parfois certains parents en savent bien plus qu'eux sur les troubles, mais c'est à leur décharge, hein, et on ne peut pas être bon dans tous les domaines, la médecine est extrêmement vaste, quoi. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques sur ces sujets? Est-ce que ça vous a convenu? Est-ce que vous étiez content? Oui, merci. Merci à vous. Est-ce qu'on a répondu à vos questions? Il y a des noms que je connais. Je veux Bonjour à celles que je bien connais déjà. en poser une dernière. Oui, Pour le diagnostic du TDAH, du coup, c'est vers qui qu'on se tourne? à un neuropsy. Ah, OK, merci. C'est lui qui sera le plus à même, de vous poser le diagnostic, ouais. Mmh. Et Mmh. est-ce qu'il est Non, intéressant ou absolument important d'avoir le diagnostic ou si non, il y a un non, hein, c'est pour vous. c'est C'est plus pour la vous avec reconnaissance vous-même. handicap ou Après, pas? en tant que parent, moi, quand j'entends des parents qui me disent que, leur enfant a été diagnostiqué, puis qu'eux disent: «Bah, moi, je me pose la question», bah, moi, je leur dis: «Bah, vous posez pas la question». Enfin, et après, si vous avez envie de le savoir parce que c'est important pour vous de mettre des mots sur un mal-être, oui, faites-le parce que c'est important de mettre des mots en disant: «Bah, je suis pas nulle, je suis dyspraxique» et ça change la donne, quoi. Donc si ça peut vous changer votre vision de vous-même, de savoir, ben, faites-le parce que c'est important. Néanmoins, il y a des moments où, bah, OK, je vois bien que j'ai cette difficulté-là. Je m'en fiche de savoir si c'est de la dyspraxie ou autre chose. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est laborieux et donc du coup, bah, comment je vais mettre en place des compensations? Comment je vais faire en sorte que de limiter le nombre d'actions laborieuses? Donc, je sais pas, si je suis dyspraxique et que, m'habiller et mettre des boutons de ma chemise, c'est extrêmement laborieux le matin, bah, j'enfile des t-shirts et ça va beaucoup mieux, hein, dans ma vie. Donc voilà, après je prends une fois de plus toujours des extrêmes, mais c'est aussi comment j'adapte mon environnement, et comment je fais en sorte que, les choses soient plus faciles pour moi et comment je fais en sorte que, bah, les autres aussi soient adultes, donc soient adultes. Je lis adulte et je dis adulte. Que les autres soient conscients, pour pouvoir m'accompagner au mieux. D'accord. Merci. Est-ce Oui, que donc Alors pour ceux qui seraient intéressés et qui penseraient être potentiellement concernés et si vous voulez en savoir plus, il y a un groupe d'échange en présentiel qui a lieu le 12 décembre, oui, c'est ça? N'hésitez pas à vous inscrire, a priori, on sera peut-être 2 à être là, je ne sais pas encore si c'est que ma collègue ou moi, ou les 2. Mais du coup, avec plaisir, de vous recevoir, en présentiel. On sera plusieurs, mais ça permet d'échanger aussi sur ces sujets, en présentiel et avec grand plaisir. donc Concernés, oui. par nos enfants ou nous, notre Comme vous personne voulez, même? aidant D'accord. ou personnel, parce qu'une fois de plus, c'est génétique, donc potentiellement, même si vous ne vous sentez pas du tout concerné, mais que, c'est votre conjoint ou autre et que vous voulez avoir des billes, ça peut vous aider. D'accord. Donc n'hésitez pas, avec Oui, plaisir. ce groupe d'échange, il est là pour, finalement, je vous confirme, c'est bien le vendredi 12 décembre de 12h15 à 13h15. Vous pouvez vous inscrire sur le site internet de Centralp, mais dans le replay que je vous enverrai, je vous remettrai les liens aussi. Et l'idée, enfin nous, notre volonté avec Marine d'organiser ces temps d'échange, c'est que finalement, on est tous plus ou moins concernés de près ou de loin, soit directement, soit nos enfants, soit des collègues de travail, soit des amis, soit bref, on peut être concerné. L'idée, c'est d'arriver à échanger. Peut-être qu'une situation peut être parlante pour quelqu'un, et il y a un partage qui peut se faire, même si le public, est différent. Donc voilà, c'est un petit peu l'idée.
Alors, sachant que c'est pas forcément un temps où on parlera que des enfants, on est plus, nous, habilités à parler des parents, enfin des adultes, donc en tant que même en tant que parent d'ailleurs, mais l'idée, c'est vraiment de parler plus de vous et de, bah, soit en tant qu'aidant, soit en tant que personne concernée, de quoi vous avez besoin. Est-ce que j'étais claire? Oui, oui, oui. Super. Super. Et pour information, alors n'hésitez pas, c'est encore le moment hein, allez-y si vous avez d'autres questions. Pour information, on a prévu également un autre webinaire qui aura lieu le 27 février cette fois et qui portera sur les sujets de l'échec scolaire avec un trouble du neurodéveloppement. Quand on parle d'échec scolaire, c'est échec scolaire peut-être à l'école, enfin des enfants, voilà, quand on est vraiment enfant. Mais on peut être amené aussi à suivre des formations, à faire des VAE en tant qu'adulte en fait, et à continuer de se former et à se trouver en situation d'échec potentiellement. Donc voilà, c'est vraiment les troubles liés à ces situations d'échec. Donc, n'hésitez pas aussi à nous consulter si vous êtes intéressé pour approfondir cette partie-là du sujet. Et puis, si vous avez des souhaits de sujets un petit peu plus... bon, bah voilà, là, on parlait plutôt du repérage. S'il y a des choses plus spécifiques que vous voudriez voir abordées dans un webinaire, n'hésitez pas à nous en faire part aussi pour qu'on puisse, bah, nous aussi, nous adapter et proposer ces sujets-là. On est très... friande avec Marine de savoir ce qui vous intéresse le plus en fait concernant ce sujet qui est hyper large. Et pour répondre à la question de Lise, est-ce qu'on peut communiquer les documents à des parents qui poseraient des questions? Alors, les documents, non, mais le webinaire, le lien sur le webinaire, oui, parce que quelque part, mes slides, s'ils ne sont pas accompagnés de ce que j'ai à dire, ils ne vont pas être forcément très parlants. Donc, plutôt communiquer plutôt le lien vers le webinaire et invitez-les à visionner le webinaire plutôt que de communiquer des slides comme ça. Moi, je vous les envoie à vous parce que vous avez assisté et que ça peut être intéressant pour vous de relire certaines slides un peu plus spécifiquement. Mais par contre, ouais, ça n'a pas grand intérêt que vous les envoyiez si derrière, il n'y a pas d'information qui est donnée plus spécifiquement. Voilà. Très bien. Eh bien, est-ce qu'on est sur le mot de la fin? Oh, je crois, on a dépassé un peu, On mais dirait, on a dépassé un petit peu. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a donné des pistes, rassuré aussi sur peut-être des situations que vous vivez de près ou de loin. Et bah, c'est toujours un plaisir d'organiser des choses pour les entreprises et les salariés et tout le public en fait qui travaille sur Centralp. Donc je vous dis à très bientôt. Allez, je fais un petit coup de pub quand même hein, pour l'asso. On a notre marché de Noël jeudi prochain, donc c'est dans une semaine au Pépinière Vincent. Si vous souhaitez bah, venir partager un moment convivial, c'est avec grand plaisir qu'on vous y retrouvera. Voilà, génial. Et moi, c'était il y a mon mail sur les slides, donc vous aurez mon mail si vous avez besoin. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail et je répondrai avec plaisir. très bien. Au Merci, revoir, c'était merci très à bien. Dis au revoir à vous. tous. Bonne journée. Au Bonne revoir. Bonne journée, au journée. revoir.